Il n'avait plus rien. Presque rien. Pas grand-chose. Rien. À 43 ans, Moussa vivait dans une petite chambre au fond d'une cour silencieuse, dans un quartier que les gens traversaient sans jamais vraiment le regarder. Les murs étaient fissurés, le plafond gardait les traces d'anciennes infiltrations, et la seule fenêtre donnait sur un mur gris où le soleil n'entrait que quelques minutes par jour. Son lit grinçait au moindre mouvement. La petite table en plastique bancal près de la porte lui servait à tout. Manger, écrire, compter ses pièces, et parfois poser sa tête entre ses deux mains quand le poids de la vie devenait trop lourd. Autrefois, Moussa avait eu une vie simple mais digne. Il n'était ni riche, ni célèbre, ni influent. Il travaillait dans un atelier de réparation de climatiseurs. Il avait des habitudes tranquilles, des journées longues, et cette satisfaction discrète qu'éprouvent les gens qui gagnent honnêtement leur pain. Puis, la crise était venue. L'atelier avait fermé. Le patron avait promis de rappeler tout le monde. Personne n'avait jamais reçu cet appel. Au début, Moussa avait gardé espoir. Il s'était dit que ce n'était qu'un passage. Quelques semaines difficiles, un contretemps, une mauvaise saison. Il avait vendu ce qu'il pouvait. D'abord des objets inutiles, puis les objets utiles. Ensuite, les objets auxquels il tenait. Une radio, une montre, un fauteuil, même la veste qu'il portait le jour où il avait signé son premier contrat de travail. Le problème avec la pauvreté, ce n'est pas seulement ce qu'elle enlève, c'est ce qu'elle use en silence. Elle ne vide pas seulement les poches, elle attaque la confiance, elle ronge la voix, elle transforme chaque matin en combat. Elle oblige un homme à calculer non pas ce qu'il veut faire de sa journée, mais ce qu'il peut encore se permettre de perdre. Ce jeudi-là, Moussa se réveilla avec une sensation familière, un ventre vide et une inquiétude lourde. Il fouilla dans une boîte métallique où il gardait ses dernières pièces. Il les compta lentement, une à une, comme si les recompter allait miraculeusement en faire apparaître davantage. Il avait juste assez pour acheter un peu de pain et un sachet de café bon marché. Pas plus. Il resta assis un moment sur le bord du lit, la boîte encore dans les mains. Beaucoup d'hommes, dans une telle situation, parlent seuls sans s'en rendre compte. Pas parce qu'ils perdent la raison, parce qu'ils essaient de tenir. Parce qu'une voix, même la leur, rappelle qu'ils existent encore. Encore une journée, murmura-t-il. Puis il se leva. Dehors, la ville avançait déjà à son propre rythme. Les motos passaient, les klaxons se répondaient, les vendeurs installaient leurs marchandises, les visages pressés s'enchaînaient dans les rues. Le monde semblait toujours avoir quelque part où aller, sauf ceux comme lui, que la vie avait mis en marge sans cérémonie. Moussa marcha jusqu'à une petite boutique à l'angle d'une avenue. Il acheta son pain, son café, et regarda les quelques pièces restantes dans sa paume. C'était presque rien. Une somme si petite qu'elle semblait se moquer de lui. Pourtant, pour quelqu'un qui n'a rien, même presque rien, est encore quelque chose à défendre. Il s'apprêtait à rentrer quand il le vit. Un homme âgé, bien habillé, mais visiblement désorienté, se tenait au bord du trottoir, près d'une voiture noire immobilisée en travers de la rue. La portière conducteur était ouverte. 2 jeunes passèrent à côté de lui sans s'arrêter. Un troisième tourna à peine la tête. Dans les grandes villes, les gens apprennent souvent à ignorer les problèmes qu'ils n'ont pas choisis. L'homme semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un. Sa main tremblait légèrement. Moussa ralentit. Dans sa tête, 2 pensées se heurtèrent aussitôt. La première était simple. Continue. Tu n'as pas le luxe des détours. Tu dois penser à toi. La seconde était plus profonde. Il a besoin d'aide. Il s'arrêta net. C'est étrange, la conscience. Elle parle rarement fort. Mais quand elle décide de ne pas se taire, elle peut rendre chaque pas plus lourd. Moussa inspira, serra son petit sac contre lui, puis traversa la rue. « Monsieur, est-ce que ça va ?» L'homme tourna le visage vers lui. Il devait avoir plus de 70 ans. Son costume était de belle qualité, mais mal ajusté, comme s'il l'avait enfilé à la hâte. Son regard portait cette confusion qui n'est pas seulement celle d'un oubli. C'était le regard de quelqu'un qui lutte contre un désordre intérieur et essaie de ne pas le montrer. « Je ne sais plus, dit-il doucement. Je devais aller quelque part. » Moussa s'approcha davantage. « Vous vous sentez mal ? » ?»« Non, enfin, peut-être. Je conduisais, puis j'ai eu un vertige. Ensuite,
Je ne sais plus très bien. Mon téléphone, où était mon téléphone? Il se toucha les poches, une à une, sans le trouver. Moussa observa rapidement la situation. L'homme n'avait pas l'air ivre, pas agressif, juste perdu et vulnérable. « Venez vous asseoir un instant, dit-il calmement. Il l'aida à s'installer sur le petit banc en béton devant une pharmacie fermée. Puis il regarda autour de lui, entra dans la voiture, prit les clés laissées sur le contact, coupa le moteur et referma la portière. Il revint s'asseoir à côté du vieil homme. « Vous vous appelez comment, monsieur ?» L'homme mit quelques secondes à répondre. « Idriss. Idriss Kane. »« Très bien, monsieur Idriss. Respirez doucement. Est-ce que vous avez un numéro à appeler? Un papier? Une carte ?» Idriss fouilla dans sa veste et sortit un portefeuille élégant. À l'intérieur, il y avait plusieurs cartes, un peu d'argent et une carte de visite portant simplement un nom, Idriss Kane, président fondateur, Kane Industries. Moussa la regarda à peine. Ce nom ne lui disait rien. « Il y a peut-être quelqu'un à prévenir, dit-il. » Idriss ferma les yeux une seconde. « Ma fille? Non. Non. Pas elle. Pas tout de suite. » « D'accord. Alors, on va déjà vous donner de l'eau. » Moussa se leva, regarda ses dernières pièces, hésita à peine, puis entra dans une petite échoppe d'à côté. Il acheta une bouteille d'eau fraîche. Il revint, l'ouvrit et la tendit à Idriss. « Buvez doucement. »« Vous êtes gentil, » dit Idriss. Moussa eut un petit sourire fatigué. « Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il me reste. » Idriss leva lentement les yeux vers lui, comme s'il voulait retenir cette phrase. Au bout de quelques minutes, l'homme semblait un peu plus lucide. Mais il restait fragile. Moussa jugea qu'il ne pouvait pas le laisser repartir seul. « On va faire quelque chose, » dit-il. « Je vais vous accompagner dans une clinique ou appeler quelqu'un pour venir vous chercher. » Idriss secoua faiblement la tête. « Pas de clinique. »« Monsieur, vous avez eu un malaise. »« Pas de clinique, » répéta-t-il. « S'il vous plaît. » Moussa observa son visage. Il y avait là une peur étrange, presque enfantine, la peur de perdre le contrôle, la peur d'être exposé. Certaines personnes très puissantes passent leur vie à donner des ordres, mais au premier moment de faiblesse, elles deviennent les plus difficiles à rassurer. « Très bien, » dit Moussa. « Alors je reste avec vous jusqu'à ce que vous alliez mieux. » Idriss le regarda, surpris. « Vous avez du temps à perdre ?» La question aurait pu paraître blessante. Mais dans sa bouche, elle sonnait autrement, comme une vraie incompréhension. Moussa laissa échapper un souffle. Ce n'est pas du temps perdu. Ils restèrent là presque 40 minutes. La circulation continuait. Le monde passait sans savoir qu'une rencontre discrète était en train de changer deux vies. À force de parler doucement, Idriss retrouva un peu de cohérence. Il se souvenait d'une adresse, d'un rendez-vous annulé, d'un conflit avec sa fille, d'un traitement qu'il avait oublié de prendre au bon moment. Moussa l'écoutait sans juger, comme on écoute quelqu'un qui a surtout besoin qu'on ne l'abandonne pas. Puis, une berline grise s'arrêta brusquement près du trottoir. Un homme d'une trentaine d'années en descendit, visiblement paniqué. « Monsieur Kane !» Il courut vers eux. « On vous cherchait partout. Le chauffeur vous a perdu de vue après l'arrêt à l'immeuble Nord. Votre téléphone est resté dans la salle de réunion. On a appelé la sécurité, les bureaux, tout le monde. » Il s'arrêta en voyant Moussa. « Qui êtes-vous » Avant que Moussa ne réponde, Idriss leva la main. « Calmez-vous, Bokar. Cet homme m'a aidé. » Le ton, bien que faible, imposa immédiatement le silence. Bokar s'inclina légèrement. « Merci, monsieur. »« Vraiment. » Moussa fit un petit signe. « Ce n'est rien. » Idriss le regarda avec plus d'insistance. « Rien? Vous m'avez donné à boire, vous êtes resté avec moi, vous auriez pu partir. » Moussa haussa les épaules. « On ne laisse pas quelqu'un seul dans cet état. » Bokar sortit aussitôt son portefeuille, prit plusieurs billets et les tendit à Moussa. « Tenez, pour vous remercier. » Moussa fixa l'argent. Et pendant une seconde, oui, son ventre vide parla plus fort que sa dignité. Cet argent représentait plusieurs repas, peut-être une semaine de répit, peut-être un peu plus. Son regard resta posé dessus, sans bouger, puis il releva les yeux. « Non. » Bokar parut surpris. « Pardon ? J'ai aidé un homme, pas travaillé pour une récompense. Mais enfin, gardez ça, dit Moussa. Assurez-vous juste qu'il rentre bien.
Idriss Kane ne le quittait plus des yeux. « Comment vous appelez-vous »« Moussa. »« Moussa quoi ?»« Moussa Diagne. » Idriss hocha lentement la tête comme pour l'inscrire quelque part en lui. « Merci, Moussa Diagne. Prenez soin de vous, monsieur. » Bocar aida Idriss à se relever. Avant d'entrer dans la voiture, le vieil homme se retourna une dernière fois. « Il y a des gens qui donnent parce qu'ils ont beaucoup, dit-il, et il y a des gens qui donnent alors qu'ils n'ont presque rien. Ce ne sont pas les mêmes hommes. » Puis il monta. La voiture s'éloigna. Moussa resta sur le trottoir, seul, son petit sac à la main, avec ses dernières pièces envolées dans une bouteille d'eau qu'il ne regrettait pas tout à fait, mais qui rendait la soirée encore plus incertaine. Il rentra à sa chambre à pied. Le pain était devenu son seul repas de la journée. Il le mangea lentement, en silence. Il but son café amer comme pour tromper un peu la faim. Puis il s'allongea sans allumer la lumière. Il repensa à cette scène, le costume, la confusion, la carte de visite, le regard du jeune homme, Kane Industries. Ce nom ne signifiait toujours rien pour lui. Le lendemain matin, la vie reprit exactement là où elle l'avait laissé. C'est souvent ce qu'il y a de plus dur quand on a fait quelque chose de bien. Le monde ne s'arrête pas pour vous féliciter, il vous rend simplement à vos difficultés. Moussa passa la journée à chercher du travail. Il alla dans 3 ateliers, 2 chantiers, un dépôt, une quincaillerie. Partout, on lui dit la même chose avec des variantes différentes. On vous appellera. Ce n'est pas le bon moment. Laissez votre numéro. On a déjà quelqu'un. À 17 heures, ses jambes lui faisaient mal. Il s'assit sur un muret, essuya son front, puis regarda longtemps la circulation devant lui. Il y a des moments où un homme n'est pas triste, pas en colère, pas même désespéré. Il est juste épuisé de recommencer. Quand il rentra dans la cour de sa chambre, la voisine l'interpella. « Moussa, il y a quelqu'un qui te cherche depuis ce matin. »« Moi ?»« Oui, un monsieur en voiture, bien habillé. Il a demandé après toi 2 fois. » Moussa fronça les sourcils. « Il a laissé un nom ?»« Non, il a dit qu'il reviendrait. » Moussa sentit une inquiétude confuse. Les pauvres n'attendent pas les surprises avec enthousiasme. Ils savent qu'un événement imprévu est rarement une bonne nouvelle. À peine eut-il ouvert sa porte qu'on frappa. Il se retourna. Devant lui se tenait Bocar, le jeune homme de la veille, costume impeccable, posture droite, regard professionnel. « Monsieur Moussa Diagne ?»« Oui, je travaille pour monsieur Idriss Kane. Il souhaiterait vous voir. » Moussa cligna des yeux. « Moi ? Oui. Pourquoi ?» Bocar hésita légèrement, puis répondit avec honnêteté. « Parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui dise non, et encore moins qu'on l'aide sans rien demander. » Moussa resta silencieux. « Je n'ai pas de vêtements pour ce genre de visite, dit-il finalement. » Bocar jeta un regard discret à la petite chambre, au lit simple, au seau près de la porte, aux murs usés. Puis il répondit d'un ton plus doux, « Monsieur Kane ne vous reçoit pas pour vos vêtements. » 1 heure plus tard, Moussa entrait pour la première fois de sa vie dans le siège de Kane Industries. Le bâtiment était immense, moderne, calme, trop propre pour sembler réel. Les surfaces brillantes, les ascenseurs silencieux, l'air frais, les agents d'accueil souriants, tout cela donnait l'impression d'un autre monde, pas un monde meilleur, un monde plus lointain. Moussa marchait légèrement en retrait, comme quelqu'un qui s'attend à être rappelé à sa place à tout moment. Bocar le conduisit jusqu'au dernier étage. Dans un grand bureau entouré de baies vitrées, Idriss Kane l'attendait. Cette fois, il semblait parfaitement lucide. Il portait un costume sobre, plus imposant encore que la veille, mais son visage gardait cette même fatigue sous-jacente. La fatigue des hommes puissants que la vie a forcés à cacher leurs blessures derrière leurs fonctions. « Moussa, dit-il en se levant, merci d'être venu. »« Vous allez mieux ?» demanda Moussa. Un léger sourire apparut sur le visage d'Idriss. « Vous voyez ? C'est précisément pour ça que je voulais vous revoir. Vous entrez dans ce bureau et la première chose que vous demandez, ce n'est pas ce que je peux faire pour vous. C'est comment je vais. » Il lui indiqua un siège. « Asseyez-vous. » Moussa s'assit prudemment. Idriss prit quelques secondes avant de parler, comme s'il choisissait une vérité qu'il n'avait pas l'habitude de dire. « Vous m'avez vu dans un moment que très peu de gens ont le droit de voir. Faible, désorienté, dépendant. Autour de moi, beaucoup de personnes me respectent. Ou du moins, elles respectent mon nom,
mon argent, mon pouvoir. Mais hier, vous ne saviez rien de moi. Et vous êtes resté. Moussa baissa les yeux. N'importe qui aurait fait pareil. Idriss eut un sourire triste. Non, c'est ce que disent de souvent les hommes bien. Mais non, n'importe qui ne l'aurait pas fait. Il ouvrit un dossier devant lui. J'ai demandé qu'on se renseigne un peu sur vous. Moussa se raidit immédiatement. Ne vous inquiétez pas, ajouta Idriss. Je ne parle pas d'espionnage, juste de votre parcours, vos anciens employeurs, quelques références. On m'a dit que vous étiez sérieux, discret, compétent, toujours à l'heure. On m'a aussi dit que vous traversez une période très difficile. Moussa ne répondit pas. La dignité des hommes simples consiste souvent à accepter qu'on voie leur peine sans jamais leur offrir le spectacle de leur humiliation. Idriss referma le dossier. J'aimerais vous proposer quelque chose. Moussa releva lentement la tête. Du travail. Le mot sembla résonner dans toute la pièce. J'ai une division maintenance et logistique, expliqua Idriss. Plusieurs bâtiments, plusieurs équipes. J'ai besoin de quelqu'un de fiable, pas forcément du plus brillant au départ, du plus fiable. Vous voulez que je travaille ici? Oui. Moussa resta figé. Je n'ai pas le niveau pour un bureau, dit-il. Idriss laissa échapper un bref rire. Et moi, j'ai appris hier que beaucoup d'hommes en bureau n'ont pas votre niveau humain. Alors nous sommes quittes. Même Moussa sourit. Ce serait un poste d'assistant technique au début, poursuivit Idriss. Formation incluse, salaire correct, contrat stable, possibilité d'évolution si vous faites vos preuves. Le cœur de Moussa battait plus vite, mais une méfiance douloureuse l'empêchait encore de respirer librement. Pourquoi moi? Idriss répondit sans détour. Parce qu'un homme qui partage son dernier argent pour acheter de l'eau à un inconnu mérite qu'on lui ouvre une porte. Parce qu'un homme qui refuse d'être acheté est souvent un homme qu'on peut respecter. Et parce que je suis fatigué de confier mes affaires à des gens compétents en apparence, mais pauvres en caractère. Il marqua une pause. J'ai fondé cette entreprise il y a 32 ans en partant de rien. Vraiment rien. Je sais reconnaître certains regards. Le vôtre n'est pas celui de la paresse, c'est celui d'un homme usé, pas terminé. Moussa sentit quelque chose remonter en lui, une émotion dangereuse parce qu'elle ressemble à l'espoir. Et pour quelqu'un qui a beaucoup perdu, l'espoir fait peur. Il oblige à risquer encore. « Je ne veux pas de charité, murmura-t-il. Idriss s'adossa à son fauteuil. « Tant mieux, je n'en offre pas, je propose une chance. La suite dépendra de vous. » Moussa resta silencieux encore quelques secondes, puis, d'une voix basse mais ferme, il dit « Alors, j'accepte. Ce qui suivit ne fut pas un miracle, et c'est précisément ce qui rend l'histoire vraie dans son cœur. » La semaine suivante, Moussa commença chez Kane Industries. Les premiers jours furent difficiles, très difficiles. Il devait s'adapter à un environnement nouveau, à des procédures, à des logiciels simples mais inconnus, à des horaires précis, à des gens plus diplômés que lui, plus sûrs d'eux, parfois plus arrogants aussi. Certains collègues le regardèrent avec curiosité, d'autres avec condescendance. Un homme comme Moussa sent immédiatement quand sa présence dérange l'ordre invisible des choses. Il comprit vite que certains murmuraient déjà « Pourquoi lui? Qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il a de spécial ?» Dans les entreprises, le mérite gêne souvent moins que l'exception. Quand quelqu'un est choisi en dehors des chemins habituels, ceux qui se croyaient naturellement plus légitimes se sentent menacés. Le plus dur, pourtant, ne venait pas des autres. Le plus dur venait de lui-même. De cette peur constante de décevoir. De cette voix intérieure qui lui disait « Fais attention, tout cela peut disparaître ». Il arrivait très tôt. Il repartait tard. Il notait tout dans un petit carnet. Il posait peu de questions inutiles, mais retenait chaque réponse utile. Il observait les équipements, les plannings, les habitudes du personnel. Il apprenait vite, avec cette intelligence modeste des gens qui ont longtemps travaillé avec leurs mains et comprennent mieux la réalité que les discours. Au bout d'un mois, plusieurs responsables commencèrent à remarquer quelque chose. Les petites pannes étaient signalées plus tôt. Le matériel était mieux suivi. Les dépenses absurdes diminuaient. Les équipes de terrain se plaignaient moins. Moussa ne faisait rien de spectaculaire. Il faisait mieux. Il faisait sérieusement. Un matin, alors qu'il vérifiait des stocks dans un dépôt secondaire, il remarqua des écarts répétés entre les pièces commandées et les pièces réellement livrées.
pas énorme, pas assez pour provoquer un scandale immédiat, juste assez pour être invisible à ceux qui signent sans regarder. Il recommença ses comptes. 2 fois, 3 fois. Le manque était réel. Il prit son carnet, regroupa les numéros, les dates, les bons de livraison, puis demanda discrètement à voir les historiques précédents. Les anomalies s'étendaient sur plusieurs mois. La plupart des gens, à sa place, auraient fermé les yeux. Surtout un nouvel employé venu d'en bas, encore fragile, encore reconnaissant, encore inquiet de sa propre légitimité. Mais Moussa avait connu ce que coûte le silence. Il demanda un entretien avec son supérieur direct. L'homme, nommé Victor, était élégant, rapide, très sûr de lui. Il écouta à peine les premières explications avant de froncer les sourcils. « Vous êtes ici depuis combien de temps déjà ?»« 1 mois et 1 semaine, monsieur. »« Exactement, 1 mois. Alors permettez-moi un conseil. Concentrez-vous sur ce qu'on vous demande. La gestion fournisseur, c'est plus complexe que des colonnes sur un carnet. » Moussa garda son calme. « Peut-être, mais les chiffres ne correspondent pas. » Victor sourit sans chaleur. « Vous savez ce qui arrive souvent aux gens qui veulent aller trop vite ici. Ils confondent zèle et compétence. » Le message était clair. Moussa comprit qu'on lui demandait de se taire. Il quitta le bureau avec ses documents sous le bras, le cœur serré. Pendant quelques heures, il hésita. Parler plus haut pouvait lui coûter sa place, mais se taire revenait à trahir la chance qu'on lui avait donnée. Le soir même, il demanda à voir Idriss Kane. Bokar le fit entrer. Idriss était fatigué, mais attentif. « Vous avez l'air préoccupé. » Moussa posa son carnet sur la table. « Je préfère me tromper en parlant que me taire si j'ai raison. » Idriss ouvrit lentement les documents. Il lut. Son regard changea. Il appela aussitôt le directeur de l'audit interne. 48 heures plus tard, l'affaire éclata. Détournement discret, facturation gonflée, complicité entre un cadre intermédiaire et 2 fournisseurs, des pertes étalées sur des mois, pas assez visibles pour alerter le sommet, suffisamment régulières pour enrichir quelques-uns. Victor fut suspendu, l'enquête s'élargit, et toute l'entreprise apprit une chose. Le nouvel homme, venu sans diplôme prestigieux, sans costume cher, sans réseau, venait d'épargner à Kane Industries une fraude coûteuse. Les regards changèrent, pas tous, mais beaucoup. Idriss convoqua Moussa dans son bureau. Cette fois, il ne prit pas le ton du bienfaiteur, il prit celui du dirigeant qui reconnaît une vraie valeur. « Vous avez bien fait. »« Je n'étais pas sûr que ce soit à moi de parler, » répondit Moussa. Idriss hocha la tête. « Justement, les hommes les plus précieux sont souvent ceux qui parlent non parce qu'ils aiment se faire entendre, mais parce qu'ils ne supportent pas de voir quelque chose se dégrader en silence. » Il resta un instant pensif. « Dites-moi quelque chose, Moussa. Quand vous m'avez aidé ce jour-là, aviez-vous une idée de qui j'étais ?»« Aucune. Et si vous l'aviez su ?» Moussa répondit sans hésiter. « Je vous aurais aidé pareil. » Idriss sourit. « Je sais. » À partir de ce moment-là, leur relation changea. Pas au point de devenir familière. Idriss restait un homme de distance, marqué par le pouvoir et les années. Mais il accorda à Moussa quelque chose de rare, sa confiance. Il le fit monter progressivement en responsabilité. D'abord coordinateur terrain, puis superviseur technique. Ensuite, responsable adjoint sur plusieurs sites. À chaque étape, Moussa travaillait plus qu'il ne parlait. Et c'est précisément pour cela qu'on le respectait de plus en plus. Mais la vraie bascule de sa vie ne fut pas seulement financière. Bien sûr, l'argent revint. D'abord, assez pour respirer, puis assez pour reconstruire. Il quitta sa chambre au fond de la cour pour un petit appartement propre avec une vraie lumière. Il put aider sa mère au village. Il racheta une table solide, un matelas digne, quelques vêtements corrects. Plus tard, il remit même de l'argent de côté, mais l'essentiel était ailleurs. Il retrouvait sa place intérieure. Quand on tombe dans la précarité, on perd parfois plus que le confort. On perd le droit de se projeter. La vie devient une suite de réactions à l'urgence. Or Moussa recommençait à penser au mois suivant, puis à l'année suivante. Il recommençait à faire des plans, à croire que demain n'était pas forcément un ennemi. Un soir, plusieurs mois après leur première rencontre, Idriss l'invita chez lui pour dîner. La maison était vaste, élégante, sans ostentation excessive.
Mais ce qui frappa Moussa, ce ne fut pas le luxe, ce fut le silence. Un silence lourd, organisé, presque triste. À table, ils parlèrent peu au début. Puis Idriss posa sa serviette et dit, comme s'il poursuivait une conversation commencée ailleurs, « Vous vous demandez peut-être pourquoi je conduisais seul ce jour-là. » Moussa leva les yeux. « Un peu. » Idriss eut un demi-sourire. « J'avais eu une dispute avec ma fille. Une vraie. Pas une petite tension. Elle me reprochait d'être devenue dure, fermée, impossible à atteindre. Elle disait que j'avais bâti une entreprise immense, mais vidé ma vie de ce qui la rend supportable. » Il regarda son verre sans le prendre. Je lui ai répondu comme répondent souvent les hommes orgueilleux, avec des faits, des sacrifices, des résultats. Comme si avoir construit quelque chose excusait d'avoir négligé ceux qui nous aimaient. Il releva les yeux vers Moussa. Puis j'ai pris ma voiture, et au milieu de la route, j'ai compris que je n'étais pas seulement fatigué, j'étais seul. Le mot resta suspendu. Ce jour-là, continua Idriss, ce n'est pas seulement mon corps qui a vacillé, c'est toute l'illusion qui me tenait debout. Et c'est un homme qui n'avait presque rien qui m'a traité avec une dignité que beaucoup de mes proches collaborateurs n'auraient même pas imitée. Moussa resta silencieux. Idriss poursuivit d'une voix plus basse. « Vous avez rappelé à un vieil homme quelque chose qu'il était en train d'oublier. La valeur d'une vie ne dépend pas seulement de ce qu'elle accumule, mais de ce qu'elle est encore capable de voir chez les autres. » Ce soir-là, Moussa comprit qu'il n'avait pas seulement été sauvé par une opportunité. Il avait aussi été choisi parce qu'il avait, dans sa pauvreté, conservé une richesse que certains millionnaires perdent, l'humanité. Le temps passa, 1 an, puis 2. Moussa continua d'évoluer. Il ne devint pas un homme spectaculaire, il devint mieux, un homme solide, respecté, écouté, cherché. Son nom circulait désormais dans l'entreprise non plus comme celui d'un favori mystérieux, mais comme celui d'un responsable juste, ferme, propre dans sa manière de travailler. Il refusait les humiliations faciles, il ne criait pas pour paraître fort. Il savait ce que ressent un homme qu'on rabaisse, et cette mémoire silencieuse guidait chacune de ses décisions. Un jour, lors d'une réunion importante, un jeune employé commit une erreur dans la présentation des chiffres. Le directeur financier commença à le reprendre sèchement. Toute la salle se crispa. Moussa leva la main. « Laissez-le reprendre calmement. » Le directeur le regarda, irrité. « Il a fait perdre du temps à tout le monde. » Moussa répondit posément. « Corriger une erreur ne demande pas d'humilier une personne. » Le silence qui suivit fut total. Puis le jeune employé reprit, plus calme. La réunion continua. Rien d'explosif, rien de théâtral. Juste un instant simple où quelqu'un ayant connu la dureté empêcha qu'elle devienne la règle. Quelques mois plus tard, Idriss Kane annonça son retrait progressif de la direction opérationnelle. L'entreprise entière s'attendait à voir émerger les noms habituels, des dirigeants brillants, des profils prestigieux, des héritiers logiques du pouvoir. Lors de la grande réunion d'annonce, Idriss prit la parole devant les cadres. Le leadership, dit-il, n'est pas la capacité à occuper une grande chaise, c'est la capacité à porter une grande responsabilité sans perdre son âme. Puis, contre toute attente pour certains, il nomma Moussa directeur général adjoint des opérations terrain et de la maintenance stratégique, avec une mission bien plus large que le titre ne le laissait croire. La salle réagit de plusieurs façons. Surprise, admiration, jalousie, incrédulité. Mais Idriss poursuivit, avant que les regards ne parlent trop fort. Il y a des hommes qu'on choisit pour leur parcours, et il y a des hommes qu'on choisit pour ce qu'ils révèlent sous pression. J'ai vu celui-ci quand il n'avait aucune raison de m'aider, aucun avantage à gagner, aucun témoin pour le récompenser. Et depuis, je l'ai vu protéger cette entreprise non pas pour plaire, mais parce qu'il a le sens du vrai. Cette fois, personne n'osa contester, car le plus puissant dans l'ascension de Moussa n'était pas l'histoire de son départ, c'était la qualité de son arrivée à chaque nouveau niveau. Plus tard, bien plus tard, lorsque sa vie fut enfin stable, Moussa retourna dans son ancien quartier. Pas pour se venger, pas pour parader. Il revint parce qu'il savait ce qu'est l'oubli, et qu'il refusait de devenir à son tour un homme qui ne regarde plus ceux qui luttent encore. Avec l'accord d'Idriss, et bientôt avec ses propres moyens, il lança un petit programme discret d'aide à la réinsertion professionnelle. Rien de grandiose.
Pas de grandes affiches, pas de promesses creuses, des formations courtes, du mentorat, quelques bourses de transport, de vraies passerelles vers l'emploi pour des hommes et des femmes que plus personne n'écoutait. Le premier jour, il prit la parole devant un petit groupe réuni dans une salle simple. Il regarda les visages fatigués, méfiants, fermés parfois. Il les connaissait. Il avait porté ces regards-là. « Je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve, dit-il. Je sais que quand on a manqué de tout, les grands discours sonnent faux. Je suis ici pour vous dire une seule chose. Ne laissez pas la difficulté vous voler ce qu'il y a de plus précieux en vous. Parce qu'un homme peut perdre son argent, son travail, son confort, même sa réputation parfois. Mais s'il perd son cœur, alors il est vraiment ruiné. » Personne ne bougea, mais plusieurs écoutèrent différemment. « Un jour, poursuivit-il, j'ai aidé quelqu'un alors que je n'avais presque rien. Je ne l'ai pas fait pour changer ma vie. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas devenir le genre d'homme que la misère rend aveugle. Et c'est cette décision-là, plus que tout le reste, qui a changé mon destin. » Il s'interrompit un instant. « Vous ne savez jamais quelle porte votre intégrité est en train d'ouvrir pendant que la vie vous teste. » Les années passèrent encore. Idris Kane mourut paisiblement un matin de saison sèche, après avoir eu le temps de se réconcilier avec sa fille, de mettre de l'ordre dans ses affaires et de transmettre plus qu'une entreprise, une vision plus humaine de ce qu'elle devait devenir. Lors de la cérémonie en son honneur, beaucoup parlèrent de ses réussites, de ses usines, de ses chiffres, de son influence. Moussa, lui, parla d'autre chose. Il se leva, regarda l'assemblée, puis dit simplement: Beaucoup ont connu M. Idris Kane comme un grand dirigeant. Moi, je l'ai connu comme un homme qui a accepté d'être transformé par un moment de faiblesse au lieu d'en avoir honte. Et cela demande une forme de courage que peu de gens comprennent. Il marqua une pause. Il m'a tendu la main quand la vie m'avait presque effacé, mais il ne m'a pas sauvé par pitié. Il m'a redonné une chance parce qu'il a vu que même dans la pauvreté, je n'avais pas laissé mourir ce que je suis. En cela, il m'a fait un immense honneur. Et aujourd'hui, le meilleur moyen de lui rendre hommage n'est pas seulement de faire prospérer ce qu'il a construit. C'est de ne jamais oublier qu'une entreprise, une vie, un pays même, ne valent quelque chose que s'ils savent encore reconnaître la dignité là où le monde ne regarde plus. Il se rassit. Dans la salle, plusieurs personnes essuyaient discrètement leurs yeux, et c'est ainsi que l'histoire continua. Pas comme un conte facile où tout devient parfait d'un coup, mais comme une vérité profonde. Parfois, la vie bascule non pas le jour où l'on reçoit enfin quelque chose, mais le jour où, malgré le manque, malgré la douleur, malgré l'épuisement, on choisit de rester humain. Moussa n'avait pas aidé un inconnu parce qu'il espérait une récompense. Il l'avait aidé parce qu'au fond de lui, il refusait que la pauvreté lui dicte sa morale. Et c'est peut-être cela la leçon la plus forte. Le monde vous dira souvent que seuls les puissants changent les destins, que seul l'argent, les relations, les grandes opportunités transforment une vie. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ce qui fait basculer une existence tient dans un geste que personne n'applaudit sur le moment. Une bouteille d'eau achetée avec les dernières pièces, quelques minutes offertes à un inconnu, un refus calme de vendre sa dignité, une décision silencieuse de faire le bien, même quand on manque de tout, parce qu'en réalité, on ne sait jamais qui l'on aide, on ne sait jamais quelle histoire est en face de nous, on ne sait jamais quelle porte s'ouvre derrière un acte sincère. Mais il y a une chose que la vie finit presque toujours par révéler. Ce que vous donnez avec un cœur vrai ne revient pas toujours de la même main, mais cela revient souvent d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Et ce jour-là, sur un trottoir banal, dans une ville pressée, un homme sans argent avait tendu la main à un inconnu. Il croyait simplement sauver un vieil homme d'un malaise. En réalité, sans le savoir, il venait aussi de sauver son propre avenir.